Le 13 mars 2024, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, accorde à la chaîne de télévision russe Rossiya 1, première chaîne russe, une interview menée par un vétéran de la chaîne, le journaliste Dmitri Kiselyov. Durant cet entretien, le chef d'État russe, comme dans beaucoup d'autres discours, a une nouvelle fois fait référence aux discussions engagées entre l'OTAN et la Fédération de Russie au lendemain de la disparition de l'URSS en 1991. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur ce passé de plus de 30 ans de relations, tantôt cordiales, tantôt conflictuelles, entre une Russie émergente qui cherche à reprendre sa place de grande puissance et une alliance atlantique OTAN profitant de l'effondrement de l'URSS pour s'étendre toujours plus à l'est de l'Europe. En effet, en 1991, la disparition de l'Union des républiques socialistes et soviétiques, alors le plus vaste pays du monde, et l'indépendance des républiques qui la composent, en particulier l'immense Russie, créent pendant un temps un vide stratégique en Europe centrale et orientale dans lequel les États-Unis, se considérant grands vainqueurs de la guerre froide, ont bien l'intention de s'engouffrer. Le rideau de fer est tombé et la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 avait marqué le début de la libération des peuples dominés par des régimes communistes autoritaires soumis aux ordres de Moscou. Le dernier secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, c'est-à-dire le dirigeant de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, avait engagé depuis 1985 de vastes réformes économiques, sociales et démocratiques nommées Uskorénie, Perestroïka et Glasnost, qui devaient, en théorie, mener l'Union soviétique vers la modernisation, le capitalisme et la démocratie, chose qui semblait à l'époque la solution pour la prospérité. L'exemple du développement spectaculaire du Japon et de l'Allemagne, les perdants de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient réussi économiquement, finit de convaincre les soviétiques de la nécessité de telles réformes. Gorbatchev avait reçu de son mentor, alors décédé, Yuri Vladimirovitch Andropov, ancien secrétaire général de l'URSS et chef du KGB, les services de renseignement soviétiques, un rapport alarmant sur l'état profond du pays dont il connaissait tous les secrets. Selon Andropov, l'URSS devait disparaître avant la fin de la décennie des années 1980 si rien n'était fait rapidement. Le pays, malgré toute la propagande qui vantait ses réussites à l'époque de Brejnev, était à présent dépassé technologiquement dans quasiment tous les domaines. Il y avait donc urgence. Les soviétiques avaient choisi pendant l'ère brejnevienne de 1965 à 1985 de se relâcher et de profiter enfin de la vie. Mais l'immense pays, soumis à une très lourde administration, était tellement gangréné par la corruption que les utiles réformes voulues par le gouvernement de Mikhaïl Gorbatchev n'aboutirent à rien de concret. L'URSS était tout simplement impossible à réformer. La catastrophe nucléaire sans précédent de Tchernobyl en 1986 donnera non seulement le premier grand coup de semonce, mais dévoilera aussi au peuple russe et au monde les faiblesses profondes et cachées de la deuxième puissance mondiale qui s'effondrera en quelques années. Le pays sombrera dans le chaos économique, politique et social. De cette période très troublée naît alors une nouvelle Russie qui prend littéralement son indépendance de l'Union soviétique. Les Russes renouent alors du jour au lendemain, après 70 ans de communisme, avec une économie de marché, c'est-à-dire capitaliste, à laquelle la population n'est tout simplement pas du tout habituée. À l'époque soviétique, tout était gratuit et pris en charge par l'État. Surtout, la concurrence et la recherche du profit ne sont plus des notions évidentes en Russie depuis les années 1920. Les élections présidentielles russes de 1991 amènent au pouvoir Boris Nikolaïevitch Yeltsin, un ancien chef du Parti communiste de Moscou, favorable aux réformes de Gorbatchev. Il est cependant très critique sur la lourdeur de l'appareil soviétique et combat alors le Parti communiste qu'il juge, comme beaucoup de Russes,
incapable de faire aboutir les réformes économiques et démocratiques. Dès 1991, il se rapproche des États-Unis et des États occidentaux par des visites officielles aux USA et au Canada. Le putsch raté des communistes en août 1991 entérine définitivement l'indépendance de la République socialiste fédérative soviétique de Russie et donc la disparition de l'URSS. Boris Yeltsin et les peuples de la nouvelle fédération de Russie se retrouvent alors confrontés à la plus grave crise économique et sociale que le pays ait connue depuis la guerre civile de 1917. Le choc du passage au capitalisme est bien trop brutal. Surtout que des individus malveillants, les futurs oligarques ou milliardaires russes, ont pris la liberté de s'accaparer des pans entiers de l'économie et privatisent à leur profit d'énormes conglomérats industriels autrefois propriété de l'État soviétique. Cette nouvelle élite dépense à l'étranger les immenses ressources qu'elle a extorquées au peuple. Rien de profitable pour les Russes, qui souffrent alors terriblement de la crise généralisée. Le choc pour la population est tellement énorme que la famine réapparaît dans les années 1990 en Europe de l'Est. Le pays exsangue est au bord de l'effondrement moral et politique. Le monde russe, autrefois soviétique, est passé en quelques années du statut de superpuissance mondiale à une nation de second ordre, en proie à l'influence d'un pays qu'il a combattu pendant un demi-siècle, les États-Unis d'Amérique. Avec la fin de la guerre froide, ceux-ci n'ont pas l'intention de laisser leur victoire sans lendemain. Ils tiennent à devenir hégémoniques et à dominer seuls la planète entière. Ils veulent devenir l'hyperpuissance de ce monde. La Russie a tellement de problèmes à cette époque qu'elle n'a plus aucun moyen politique, économique, militaire ou stratégique pour contrer l'influence grandissante en Europe d'une Amérique conquérante. Celle-ci s'est lancée, l'année même de sa victoire sur le monde communiste en 1991, dans la première guerre du Golfe. Un conflit global visant à affirmer, au cœur du Moyen-Orient, en Irak, l'hégémonie des USA. Cette région est bien la source principale du pétrole, et donc l'épicentre de l'économie mondiale de cette fin du XXe siècle. Les États-Unis vont, dans les années qui vont suivre, soutenir une Russie qu'ils ne peuvent laisser s'effondrer. En effet, les Russes dominent encore, officieusement, un espace gigantesque nommé Communauté des États indépendants, CEI, qui est une alliance économique des anciennes républiques soviétiques fédérées. Elle regroupe avec la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, mais aussi des États du Caucase et d'Asie centrale. Les deux premiers, Ukraine et Biélorussie, possèdent toutes deux dans les années 1990 un arsenal nucléaire hérité de l'époque soviétique. Pour les États-Unis, il faut impérativement garder sous contrôle ces armements atomiques afin qu'ils ne soient pas, dans le contexte extrêmement troublé de l'époque post-soviétique, vendus sur le marché noir international. Le vide stratégique laissé par la disparition de l'URSS doit donc impérativement être comblé, du moins en partie, par une Russie amie et suffisamment forte pour contrôler ses armements, ainsi que des espaces jugés essentiels à la stabilité du monde. Il faut aussi contrer l'influence naissante d'un pays qui a récemment réussi, avec un succès imposé, sa conversion au capitalisme, la Chine. Celle-ci s'intéresse depuis toujours à l'Asie centrale, autrefois sous domination soviétique, et à ses vastes réserves d'hydrocarbures, pétrole et gaz naturel, indispensables à son développement. Si la Russie, elle, ne cherche pas la domination planétaire, la Chine se positionne en revanche comme un concurrent direct du modèle libéral et démocratique occidental calqué sur l'Europe et les États-Unis. Boris Yeltsin devient donc l'ami de l'Amérique. Son pays est suffisamment affaibli pour ne pas concurrencer les États-Unis dans leur nouvelle sphère d'influence européenne, mais en même temps suffisamment puissant et influent pour contrer la puissance chinoise grandissante et maintenir une certaine stabilité en Eurasie.
Les années qui suivent permettent à la Russie de réussir tant bien que mal sa conversion au capitalisme et à l'économie de marché. Pendant ces années difficiles, les officiels à Moscou n'ont pas non plus accepté sans broncher la domination américaine. Dans les couloirs de la diplomatie, d'âpres négociations géostratégiques commencent dans lesquelles le gouvernement russe tient à limiter les empiètements des États-Unis sur un espace qu'elle considère traditionnellement soumis à l'influence de Moscou. La Russie a encore et toujours un atout indéniable, ses gigantesques ressources en pétrole et en gaz qui, en cette fin du XXe siècle, viennent alimenter les marchés européens. Une Europe qui devient de plus en plus dépendante des hydrocarbures à bon marché, de son grand voisin de l'Est et de sa puissante firme, Gazprom. La géostratégie et la géopolitique du pétrole, du gaz et des oléoducs qui acheminent ces ressources vers les États européens devient une arme très utile pour Moscou. Les États-Unis voient de plus en plus dans leur ami russe un obstacle à leur domination sur le vieux continent. L'allié d'hier devient peu à peu une puissance de nouveau gênante qu'il va falloir museler, voire combattre, quitte à couler des relations économiques et commerciales russo-européennes, voire russo-atlantiques, très profitables à tous. L'Amérique s'ingère de nouveau dans les affaires de l'Europe, qu'elle compte bien garder sous sa coupe grâce à l'outil militaire de l'OTAN, où la Russie ne peut trouver sa place. L'Alliance ne peut en effet accepter deux puissances nucléaires de force comparables. Du point de vue de Washington, l'entrée de la Russie dans l'OTAN ne pourrait que nuire à sa domination militaire dans l'Alliance. Nous allons donc revenir dans le détail sur les événements qui marquèrent un tournant dans les relations Russie-OTAN dans la décennie des années 1990 et 2000. Le 17 mai 1997 était signé à Paris un accord de coopération et de partenariat qui fut l'acte fondateur dans les relations, la coopération et la sécurité mutuelle entre l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN et la Fédération de Russie. Aménageant une plateforme de dialogue, la nouvelle institution Russie-OTAN fut saluée comme un instrument permettant d'assurer la sécurité européenne et internationale. En établissant des pratiques de consultation entre les parties signataires, l'accord devait mettre en place des relations de confiance entre Moscou et ses voisins et ainsi conclure favorablement et positivement la période troublée de 1989 à 1997. Résultat de plusieurs années de négociations et de tractations, cet accord Russie-OTAN de 1997 fut le jeu complexe de nombreuses interactions et interdépendances entre de très nombreux États et institutions internationales. Loin de se limiter à de simples négociations entre l'OTAN et la Russie, ce processus mit aux prises une multitude d'acteurs impliqués dans la gestion de l'espace européen post-guerre froide. Il fallut amoindrir les différends locaux entre petits États au profit de considérations beaucoup plus larges portant sur l'avenir de l'Europe et des relations internationales. Le passé douloureux de la Seconde Guerre mondiale et de la période soviétique était et reste encore très frais dans les esprits des peuples du vieux continent. L'OTAN voulait alors se positionner comme un acteur clé devant mettre fin définitivement à la guerre froide. Un paradoxe pour une alliance née en 1949 et qui, à l'origine, était tournée contre l'Union soviétique et donc la Russie. L'Alliance atlantique voulait donc modifier sa propre identité afin de ne plus se présenter comme une alliance offensive née d'un monde bipolaire, mais comme une force désireuse de travailler au renouveau des relations au sein de l'espace euro-atlantique. Amorcer un dialogue avec Moscou et tenter de créer un espace euro-atlantique de sécurité, tel était l'objectif de ces négociations. C'était dans l'optique de régler les différends locaux européens qui avaient été étouffés par la guerre froide de 1945 à 1991 que l'OTAN se tournait alors vers ce qui était encore l'URSS. Au moment des accords, en 1997, 3 pays parlent alors de rejoindre l'organisation militaire euro-atlantique, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. La première nation, la Pologne,
a de tout temps été un ennemi affiché des Russes, et à juste titre, puisque les deux pays se sont combattus pour dominer les peuples slaves depuis le XIVe siècle. Les Russes se sont toujours montrés hostiles aux Polonais, et l'histoire de ces deux peuples est comparable aux différends qui opposèrent les Français et les Allemands pendant des siècles. Ceux-ci cherchent à dominer le même espace et s'opposent dans l'idéal de dominer leur propre groupe culturel et ethnique. Du côté de la Hongrie et de la République tchèque, le problème est plus récent, car ces pays sont les seuls, avec la Pologne, à s'être soulevés contre la domination soviétique et communiste durant la guerre froide. Ceci provoqua des interventions musclées et meurtrières des chars de l'armée soviétique en 1956 en Hongrie et en 1968 en Tchécoslovaquie. Ces trois États d'Europe centrale et orientale sont donc fermement convaincus que leur avenir est à l'ouest, au sein de l'alliance militaire de l'OTAN. Moscou considère cependant essentiel que ces États restent neutres, formant ainsi un glacis protecteur et une sorte de frontière stratégique qui, d'un point de vue militaire, est plus qu'importante si l'on se positionne du côté de la Russie. En effet, et c'est le cas aujourd'hui, l'installation d'infrastructures et de sites de lancement de missiles de l'OTAN, c'est-à-dire des États-Unis, dans ces trois pays, met à portée balistique l'ensemble de la Russie. Une politique de sécurité dans ce type de contexte est alors tout simplement impossible côté russe. Du point de vue du Kremlin et de Moscou, l'élargissement de l'OTAN à ces pays et plus généralement à l'est de l'Europe empêchera leur propre pays de mettre en place une politique de sécurité militaire et stratégique réellement efficace. Pire encore, elle menacera clairement l'existence de la Russie. Une telle politique d'implantation militaire avait déjà fait l'objet d'une situation internationale catastrophique que tout le monde semble aujourd'hui avoir oubliée. La crise des missiles de Cuba en 1962. Les négociations à l'époque avaient permis de troquer la présence de missiles balistiques américains basés en Turquie et à portée de tir de l'URSS contre les missiles que les soviétiques avaient placés par la suite à Cuba à portée de tir des États-Unis. Le monde avait alors frôlé l'apocalypse nucléaire. Aujourd'hui, le discours états-unien, quant à la présence de ces installations en Europe de l'Est, mentionne la nécessité de se protéger de l'Iran, une puissance nucléaire qui n'a, à l'heure actuelle, aucune capacité de projection suffisante pour représenter une réelle menace à la sécurité européenne. La réaction russe à ces installations ne peut donc pas surprendre les Américains. En 1997, les négociations sont cependant bien engagées. Avec la chute du mur de Berlin en 1989, l'OTAN n'avait plus de réelle raison d'exister. Il fallait donc s'adapter à la nouvelle donne et modifier son identité et la nature de son action. Elle prit donc un caractère politique, maintenant des liens transatlantiques indispensables à la sécurité générale. L'alliance devait servir de passerelle entre l'Ouest et l'Est. Elle devait aussi permettre de réaliser des missions de maintien de la paix pour le compte de l'ONU ou de la CSCE, Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, mise en place en 1975 avec les accords d'Helsinki. L'OTAN devait également réfléchir aux liens qui pourraient l'unir à l'Union européenne, en réactivant l'idée d'une union non plus seulement économique, mais également politique. Avec la volonté des anciens pays satellites de l'Union soviétique de rejoindre l'Alliance, celle-ci voyait son attractivité et sa nécessité véritablement confirmées. Néanmoins, la reconfiguration de l'Europe qui s'amorçait alors, redessinant les relations entre les États et soulevant de très nombreux défis, ne permettait pas à l'Alliance de répondre positivement à cette volonté d'élargissement. De plus, certains membres ou institutions de l'OTAN craignaient que l'entrée de pays militairement faibles n'entraînât une perte d'efficacité de l'Alliance et une incapacité à assurer la clause de défense collective de l'article 5. Enfin, une réponse positive signifiait l'extension de l'OTAN sur le territoire même de l'ancien pacte de Varsovie, l'alliance militaire autour de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Or, agir de la sorte sans tenir compte des incidences possibles sur la relation naissante avec Moscou, mais aussi sur le développement interne de la politique russe,
pouvait déstabiliser le continent tout entier. Le coup de force contre la Lituanie en janvier 1991 et le coup d'État contre Mikhaïl Gorbatchev démontraient que la démocratisation du pays n'était pas assurée et renforcèrent les craintes de voir sombrer la Russie dans le nationalisme et l'autoritarisme. Par ailleurs, une potentielle avancée de l'OTAN à l'Est rendait Moscou soucieuse car cela signifiait l'arrivée près de ses frontières d'un bloc militaire très puissant mais dont elle était exclue. Cela faisait aussi ressurgir des images douloureuses du passé, comme les invasions polonaises, napoléoniennes et allemandes. Ainsi, une contradiction existait. Les raisons pour lesquelles l'Europe centrale était avide de rejoindre l'OTAN étaient en fait aussi la cause du refus de la Russie de rejoindre cette même alliance. Paris et Londres, très clairvoyants par expérience sur la situation internationale, manifestait donc à l'époque une grande prudence à l'élargissement de l'OTAN à l'Est. La France n'était plus membre de l'Alliance Atlantique depuis 1966, mais participait aux négociations générales. Berlin, cependant, poussait les choses afin que leur soutien à l'entrée de la Pologne dans l'OTAN favorise une réconciliation entre Polonais et Allemands. Lors des élections présidentielles aux États-Unis en 1992, les candidats George Bush père et Bill Clinton sont alors accaparés par la question de la récession économique de leur pays, et les campagnes électorales oublièrent les négociations internationales en cours au profit de problèmes intérieurs. La création, en novembre 1991, d'un Conseil de coopération nord-atlantique CCNA auquel participaient activement la Fédération de Russie, les États européens et les États-Unis, témoignait de la réussite de la première initiative de rapprochement entre l'OTAN et la Russie. Il posait les bases d'un nouveau régime de sécurité dont ce conseil était la clé de voûte. Avec l'élection de Bill Clinton, le candidat démocrate, la présidence américaine se ralliait progressivement à la possibilité d'un élargissement de l'OTAN à l'est de l'Europe. La guerre de Yougoslavie en 1992, où les Serbes, soutenus traditionnellement par les Russes, et les Croates et Bosniaques, soutenus plutôt par l'OTAN, ne divisa pas profondément les deux parties. Malgré le discours de Boris Yeltsin à Varsovie en 1993, qui définissait aux côtés de Lech Wałęsa, président polonais, la liberté de chaque pays à disposer de ses alliances, le gouvernement de Moscou et les Russes commencèrent à voir dans la stratégie américaine un complot occidental visant à affaiblir la Russie et à la reléguer en Asie. Yeltsin avait agi contre l'avis de ses principaux ministres puisque Pavel Grachev à la Défense et Yevgeny Primakov, directeur des services de renseignements extérieurs, indiquaient clairement que les intérêts de la Russie n'étaient pas du tout pris en compte dans l'élargissement de l'OTAN à l'est de l'Europe. Ceux-ci conseillaient en effet une hausse du budget militaire et une sécurité renforcée de la Fédération de Russie. À Moscou, communistes et nationalistes se rejoignaient pour une fois sur ce point précis. Yeltsin fera face à la crise parlementaire de 1993 par la proclamation de l'état de siège qui lui permettra de conserver son poste. Ceci prouvait toutefois l'affaiblissement de son autorité dans l'arène politique russe. Ceci obligea aussi Boris Yeltsin à se montrer bien plus ferme face aux menaces bien réelles de l'élargissement de l'OTAN. Il se fera alors dorénavant un virulent défenseur des intérêts nationaux de la Russie, et lors du sommet de l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en décembre 1994, il menaça les Occidentaux lorsque ceux-ci mentionnèrent un élargissement de l'OTAN. Le lien avec l'OTAN ne fut pas pour autant brisé. Moscou avait conscience de la nécessité de poursuivre les négociations. Le président russe fit entrer son pays dans le cadre du programme de partenariat pour la paix, destiné à stabiliser l'Europe centrale et orientale. En contrepartie, il obtint la reconnaissance du statut de la Russie comme puissance nucléaire majeure et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie redevenait officiellement une des 5 principales puissances nucléaires et jouait, avec les 4 autres, le rôle d'arbitre de la planète. La ligne dure du gouvernement russe approuva évidemment cette décision
mais proposa aussi, en parallèle, l'interdiction d'un déploiement d'armes conventionnelles et nucléaires sur le territoire des nouveaux pays, membres de l'OTAN. Il s'opposait catégoriquement à voir les anciennes républiques soviétiques, notamment les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, à rejoindre l'Alliance atlantique. En mai 1995, les chefs d'État occidentaux se rendent à Moscou pour assister aux célébrations de la fin de la Seconde Guerre mondiale et apporter leur soutien à Boris Yeltsin. Un mois plus tard, un document était signé afin de renforcer la coopération avec la Russie. L'Allemagne proposa alors la création d'un conseil conjoint OTAN-Russie où les Alliés et la Russie seraient sur un pied d'égalité. Les négociations furent néanmoins suspendues jusqu'aux élections présidentielles en Russie et aux États-Unis. Il s'agissait ainsi de ne pas fragiliser la position de Boris Yeltsin, qui était perçu par les leaders occidentaux Bill Clinton, Jacques Chirac, Helmut Kohl ou le secrétaire général de l'OTAN Willy Claes comme le seul dirigeant russe désireux de conduire son pays vers la démocratie et avec lequel il était possible de s'entendre. Après sa réélection en juillet 1996, sa longue maladie provoqua un nouveau retard dans la poursuite des pourparlers. De son côté, le président américain fut également réélu en novembre 1996. Mais il subit durant toute la campagne les attaques des républicains pour sa position considérée comme trop accommodante vis-à-vis de Moscou, tandis que la presse, le New York Times en tête, lançait une campagne virulente contre l'élargissement de l'OTAN. Ceci engagerait effectivement les États-Unis dans des régions où ils n'avaient pas d'intérêt stratégique majeur. La confiance en Boris Yeltsin fut aussi la raison pour laquelle Willy Claes, soutenu par Paris et Berlin, choisit un accord avec Moscou qui devait d'abord être trouvé avant de se lancer dans un agrandissement de l'Alliance atlantique. Des désaccords importants existaient entre les Alliés sur la politique d'élargissement. Paris, par la voix du président Jacques Chirac, estimait que l'adhésion de nouveaux membres ne pourrait se faire qu'après la résolution d'un accord avec la Russie et un rééquilibrage du rapport de force entre les États-Unis et l'Europe. Le commandement des forces de l'OTAN ne devrait plus être seulement américain, mais aussi européen. Le président Chirac évoqua d'ailleurs cette solution lors du sommet du G7 à Lyon en juin 1996, où fut invité Yevgeny Primakov, directeur des services de renseignements extérieurs de la Fédération de Russie. Les tensions entre alliés s'estompèrent à l'approche de la phase finale des négociations. Cependant, le projet français, bien plus rationnel que les autres, fut vite enterré après l'échec de la réintégration de la France au sein du commandement intégré de l'OTAN. La France voulait rester maîtresse de ses armées. Le chancelier allemand, Helmut Kohl, précisait à l'époque que les négociations devaient reprendre le plus vite possible, mais que les laisser entre les mains de la bureaucratie otanienne était une erreur car les enjeux étaient trop importants. Les négociations devraient donc se dérouler entre chefs d'État. Au sommet de décembre 1996, ce ne fut donc pas l'OTAN, mais l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération de l'Europe, qui signa le premier accord. Celui-ci fut à l'initiative de la Russie, qui demanda à ce que les forces en Europe ne soient plus déterminées par les besoins de la guerre froide, donc la lutte entre deux blocs de puissance, mais par les besoins de défense des États eux-mêmes. Autrement dit, le nombre de troupes et d'armes mobilisées en Europe par l'OTAN était considérablement réduit afin de ne pas léser la Russie. Dans la foulée, les Alliés s'engagèrent à soutenir la candidature de la Russie pour rejoindre le G7, ce que celle-ci fit effectivement l'année suivante, en 1997. Cependant, on refusait toujours aux Russes leur entrée dans l'Organisation mondiale du commerce OMC et au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, deux institutions internationales capitales pour la gouvernance économique de la planète. Un paradoxe donc. De plus, le sommet de 1996, bien qu'il acceptât la réduction des armements en Europe, n'accepta pas la demande pourtant très ferme de la Fédération de Russie de ne pas élargir l'OTAN aux pays baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie. Les négociations menèrent tout de même à une présidence tripartite du Conseil de sécurité de l'Europe,
les trois parties étant le secrétaire général de l'OTAN, un représentant des Alliés et bien sûr l'ambassadeur russe. C'est sur ces bases que fut signé le 16 mai 1997 à Paris l'acte fondateur sur les relations, la coopération et la sécurité mutuelle entre l'OTAN et la Fédération de Russie. Mais il n'y avait aucun droit de veto, donc les deux parties pouvaient être en désaccord sans que les décisions engagées par l'une ne soient annulées par le blocage de l'autre partie. Voici donc la faille d'un accord qui n'était en rien contraignant et qu'on appelle en diplomatie « a gentleman agreement », autrement dit, un accord entre hommes d'honneur. Cet acte fondateur n'avait donc rien de formel, ce qui laissait un état de flou sécuritaire important en Europe. 2 mois plus tard, en effet, lors du sommet tenu à Madrid en Espagne, la communauté otanienne entérinait son élargissement en invitant la Hongrie, la Pologne et la République tchèque à la rejoindre. Les pays d'Europe centrale et orientale, polonais en tête, avaient en effet la crainte justifiée de se voir passer dans un avenir plus ou moins proche sous la tutelle russe après avoir si longtemps été sous la tutelle soviétique. La sécurité de l'OTAN était donc pour eux la plus sûre des protections pour l'avenir. Boris Yeltsin proposa une garantie commune OTAN-Russie pour ces États, c'est-à-dire leur neutralisation, ce que la Hongrie, la Pologne et la République tchèque s'empressèrent évidemment de refuser, craignant que ceci leur bloque l'entrée dans l'OTAN, qui était pour eux la seule solution pour échapper définitivement à l'influence russe. Malheureusement, aucune négociation ne fut entreprise entre la Russie et ces trois pays, tant les rancœurs historiques du passé étaient importantes et de plus réactivées opportunément par les partis tchèques, polonais et hongrois au pouvoir dans leur pays. Yeltsin privilégia les négociations entre grandes puissances et avec l'OTAN, ce qui fut une faute importante dans la stratégie russe de blocage de l'élargissement de l'OTAN à ces trois pays. Si Russes, Polonais, Tchèques et Hongrois s'étaient arrangés entre eux, ceci aurait favorisé la sécurité générale du continent. Les Tchèques eurent cependant la bonne idée de choisir une voie à la norvégienne, c'est-à-dire qui consistait en l'absence de déploiement d'armes nucléaires, de troupes et d'infrastructures de l'OTAN sur leur territoire, malgré leur appartenance à l'Alliance Atlantique. Le conflit au Kosovo, en 1999, fut le dernier acte du conflit qui avait mené à l'éclatement de la Yougoslavie en 1992. Croates et Slovènes catholiques, Serbes orthodoxes, Bosniaques musulmans avaient pris leur indépendance, mais la Serbie conservait encore en son sein des communautés non serbes, en particulier des Albanais musulmans qui vivaient donc au Kosovo. Un nouveau conflit éclata par conséquent, découlant des revendications des Kosovars albanais musulmans. Traditionnellement amis des Russes, les Serbes orthodoxes se retrouvent de nouveau confrontés à un conflit sur un territoire qu'ils considèrent comme historiquement au cœur de leur nation. La Russie s'entend donc avec l'OTAN pour limiter le conflit et éviter un embrasement de la région par une autonomie du Kosovo. Elle participera également aux missions de maintien de la paix dans la région. La sphère de son allié serbe était cependant bien entamée. Cette dynamique d'apaisement se poursuivit avec le premier mandat de Vladimir Poutine à partir de 1999, permettant la création du Conseil OTAN-Russie COR en 2002. Le contexte international très particulier de l'époque, faisant suite aux attentats du World Trade Center à New York le 11 septembre 2001, donna un rôle essentiel à la lutte internationale contre le terrorisme. Le gouvernement russe profita habilement de la nouvelle donne politique mondiale pour requalifier son conflit en Tchétchénie comme une guerre contre le terrorisme. Il ne s'agissait en fait que de contrôler un territoire stratégique clé ancré sur son flanc sud. Celui-ci donnait accès au pétrole du Moyen-Orient. En éliminant la menace d'un peuple tchétchène aspirant à l'indépendance, Moscou s'assurait le passage de ses pipelines à travers le Caucase.
Dans cette même région du Caucase, en 2008, la guerre en Géorgie opposant ce pays à la Fédération de Russie résultait d'une volonté des Géorgiens de rejoindre l'Alliance atlantique et de se mettre de fait, comme les pays d'Europe centrale et orientale, à l'abri de l'influence russe. Des contestations se rajoutèrent au sujet de la possession des provinces d'Ossétie et d'Abkhazie. Une nouvelle entorse que cette fois la Russie ne pouvait plus tolérer. Après la perte d'influence en Europe de l'Est en 1999, la ligne rouge qu'avait imposée la Russie à l'OTAN était dorénavant bien franchie. Pologne, République tchèque et Hongrie avaient rejoint l'Alliance atlantique. De surcroît, la même année, en Europe du Sud, les crises de Yougoslavie et du Kosovo avaient largement diminué la puissance de l'allié serbe. Les empiètements otaniens étaient dorénavant trop importants du point de vue de Moscou. En 2001, la Fédération de Russie rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai, une sorte de nouveau bloc de l'Est, incluant cette fois la moitié de l'humanité et qui donne au monde un nouveau parfum de guerre froide. Enfin, en 2004, le grand élargissement de l'Union européenne à l'Est viendra clôturer l'échec de la politique de rapprochement avec la Russie. Les interventions russes en Libye en 2016 et en Syrie en 2017 et 2022 participent à ce retournement de la diplomatie russe, bien trop lésée dans le passé par ses accords et son entente avec l'OTAN. Les Russes faisaient alors volte-face et s'éloignant d'un avenir atlantiste, ils se retrouvaient contraints de se rapprocher diplomatiquement des puissances opposées à l'hégémonie de l'OTAN, au premier rang desquelles on retrouvait évidemment la République populaire de Chine. L'annexion de la Crimée en 2014, qui abrite la base de Sébastopol, siège de la plus importante flotte militaire russe en territoire alors ukrainien, et la guerre amorcée contre l'Ukraine en 2022 sont les composantes d'une même volonté de la Fédération de Russie de retrouver sa pleine souveraineté et l'intégralité de son influence héritée de son passé impérial et soviétique sur des territoires qu'elle considère d'un point de vue purement stratégique essentiels à sa sécurité. Les négociations OTAN-Russie des années 1990 et 2000 ont donc été, par le manque de clairvoyance et de projection des acteurs russes, américains et otaniens de l'époque, une série d'échecs dans le processus de sécurité européen qui avait présidé à leur lancement. Les acteurs européens, français, allemands et britanniques, par leur histoire et leur longue expérience des affaires du monde, étaient en 1990 et seraient encore aujourd'hui bien plus à même de gérer les affaires de leur propre continent. Une Europe unie et renforcée par des institutions militaires communes, libérée de la lointaine tutelle militaire des États-Unis et échappant à la logique de guerre froide, encouragée aujourd'hui par Moscou et Washington, serait bien plus à même de gérer la crise actuelle. L'amitié transatlantique avec les États-Unis, essentielle et indispensable à l'Union européenne, ne doit pas se faire aux dépens de la sécurité commune du vieux continent. L'Europe se doit, non par affinité politique ou idéologique, mais par la logique même, de considérer son voisin russe comme un membre à part entière du projet européen, sans quoi jamais notre continent ne connaîtra la paix. Le maintien de certains États européens hors des alliances militaires et une reconnaissance commune OTAN-Russie de la neutralité armée de ces mêmes États serait une solution afin d'éviter une escalade bien dangereuse. L'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN en 2024 et la poursuite de négociations d'adhésion de l'Ukraine ne peuvent qu'encourager les Russes, maintenant encerclés, à choisir la voie de la défiance. Les amitiés indissolubles des Européens avec l'Amérique ne doivent pas se faire aux dépens d'un rapprochement encore possible avec les Russes qui, dans les années 1990, allaient rejoindre une alliance globale censée garantir enfin une paix durable au peuple du continent. Vladimir Poutine fêtera cette année 2024 ses 72 ans et comme l'histoire l'a toujours montré, la volonté des peuples qui aspirent à la liberté, comme les Russes, ne pourra éternellement se trouver bloquée par ses dirigeants.
La dislocation de la superpuissance soviétique quasiment du jour au lendemain en 1991 l'a bien prouvé. La démocratie doit donc aujourd'hui trouver le chemin de son propre avenir et se montrer à la hauteur de ses concepts fondateurs. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager un maximum sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, mettre un petit pouce bleu vers le haut, le partager en commentaire et bien sûr surtout vous abonner afin de ne pas manquer le prochain épisode.